Mes bien chers frères, frère Mos Majorum, frère Martial, nous réunissons en ce jour le Grand Concile pour parler d'un sujet grave, la collapsologie, du latin collapsus, qui est une sorte d'exercice de prospective transdisciplinaire dont on trouve le plus communément la définition suivante. Étude de l'effondrement prochain de la civilisation industrielle et de ce qui pourrait lui succéder. Rien que ça. Bien que le néologisme collapsologie ait été inventé par deux Français, Pablo Servigne et Raphaël Stevens, la discipline en elle-même est dominée, comme souvent, par le monde anglo-saxon, et on en trouve les premières ébauches dès le milieu du XXe siècle avec des auteurs comme Arnold Joseph Toynbee. Plutôt que de nous intéresser aux travaux de la sphère francophone, qui ne manquent certainement pas d'intérêt, je vous propose, chers frères, de nous pencher plutôt sur la Bible en la matière, un ouvrage publié en 2004 et sobrement intitulé « Effondrement ». Cet ouvrage, on le doit à un monument du monde scientifique américain, Jared Diamond, et dont l'énumération des compétences laisse sans voix. Il est à la fois géographe, biologiste, évolutionniste, physiologiste et géonomiste. Il a reçu plusieurs récompenses prestigieuses, parmi lesquelles la médaille Q. Gardes et le prix Wolf, essentiellement pour ses travaux concernant l'agriculture. Jared Diamond publie peu, mais ses livres sont à chaque fois des événements, des références, des sommes colossales de recherche dont les conclusions sont très éloignées du politiquement correct. Mes très chers frères, c'est donc une œuvre importante sur laquelle nous allons nous pencher aujourd'hui, fondamentale même, et cette difficile tâche est d'autant plus importante que les ouvrages de Jared Diamond trouvent peu d'écho médiatique en France, pays ravagé par le marxisme culturel et la bien-pensance que Jared Diamond, à sa façon, torpille au lance-flamme. Frère Martial, faites-vous le serment d'avoir étudié cette œuvre avec attention et d'en faire un compte-rendu juste et honnête. J'en fais le serment. Frère Mos Majorum, faites-vous le serment d'avoir étudié cette œuvre avec attention et d'en faire un compte-rendu juste et honnête. J'en fais le serment aussi. Quant à moi, je prête solennellement le même serment et j'invite frère Mos Majorum à s'exprimer en premier. Merci, frère Ralph. Effondrement est un livre un petit peu technique, et en cela il est radicalement différent des autres livres que nous avons proposés aux auditeurs par le passé. Ici, clairement, nous ne parlons pas de romanesque à la Carole Five, nous ne parlons pas d'érotisme à la Marlène Schiappa. Donc quand je dis technique, il faut comprendre que chaque chapitre du livre recense énormément d'informations scientifiques et pourrait aisément être l'aboutissement d'un travail de thèse, ce qui je crois est assez parlant pour comprendre la densité et la longueur de l'ouvrage. Avant de rentrer dans le propos même du livre, qui sera plus l'objet de mon analyse que sa forme, il me faut tout de même émettre une réserve sur sa lisibilité. En effet, c'est un ouvrage interminable, ça je l'ai déjà dit, et d'autant plus interminable que sa lecture est entravée par une foultitude de détails, que chaque page croule sous un déluge de faits, de dates, d'anecdotes et de nuances, tous absolument pertinents pris individuellement, mais qui tentent à noyer le lecteur dans une brume fuligineuse. Le plus grand problème du livre de Jared Diamond, à mon sens, c'est qu'il ne hiérarchise pas suffisamment les informations qu'il donne à son public. Si bien qu'on finit par avoir l'impression d'entamer chaque chapitre par une note encyclopédique et de le finir par une longue leçon dont on ne sait pas forcément quoi retenir. Pour bien lire Jared Diamond, il faudrait presque prendre un crayon à papier et prendre des notes à chaque point important pour suivre sa pensée comme il faut. Je signale au passage que certaines des explications scientifiques du livre, qui me semblent accessibles à tout bachelier scientifique, pourront déconcerter les plus littéraires d'entre vous, qui ne connaissent pas forcément les mots comme les isotopes, ou bien des répartitions atomiques, etc. Mais c'est véritablement à la marge, et je dois dire qu'à l'exercice de la vulgarisation, Jared Diamond s'en sort remarquablement bien.
Parlons du fond maintenant. Jared Diamond se propose de faire une analyse du processus d'effondrement des sociétés passées et de montrer que cet effondrement est toujours lié à la gestion des ressources et de l'environnement. Pour ceux qui voient l'environnement comme une question cosmétique utilisable pour taxer à droite à gauche tout en prétendant lutter contre un imperceptible réchauffement climatique, sachez que ce livre n'est pas pour vous. Ici on nous parle d'écologie de terrain, de rivières asséchées, de déforestations intempestives, de cultures contre nature, de sols arides, d'élevage intensif, de minages irresponsables et de pompage pétrolier. L'écologie de Jared Diamond n'est pas une écologie de thermomètre, et ce n'est pas non plus une écologie de salon. Non, c'est une écologie plutôt de la survie. On réapprend avec Jared Diamond que l'environnement est un facteur de survie, le facteur peut-être même principal de la survie. Qu'on ne peut pas toujours maximiser son bénéfice immédiat et partir ailleurs plus tard, et que chaque action que l'on pose dans la nature a des conséquences. J'ai envie de parler un peu plus longuement de survie avec vous. Quand on lit une certaine littérature survivaliste, on a presque toujours l'impression qu'il faut préparer un sac d'évacuation d'urgence pour pouvoir partir dans la demi-heure. Et certes, c'est là une idée sage et une possibilité que d'éventuelles guerres, crises ou périls accréditent. Pourtant, ce qui ressort de l'effondrement décrit par Jared Diamond, c'est qu'il opère toujours sur des temps très longs. Des événements qui peuvent précipiter la chose, ils s'en produisent, effectivement, mais l'effondrement se fait dans la durée. Les chiffres donnent d'ailleurs le vertige. Certaines sociétés mettent 5 siècles à s'effondrer. La plupart d'entre nous ne savent même pas ce que représentent 5 siècles. Faites l'expérience suivante par exemple. Savez-vous le nom de vos ancêtres du XVIe siècle ? Probablement pas. Alors imaginez combien 5 siècles peuvent être longs à l'échelle d'hommes. L'aspect temporel du livre est à bien des égards celle qui m'a le plus fasciné. Parce que diamétralement opposé à cette idéologie d'une écologie plug and play, d'une écologie rapide et facile, où acheter une banane bio ferait instantanément du bien à la planète. Jared Diamond parle de temps long. Quand on lit son livre, on comprend que nous ne pensons pas l'écologie avec la bonne échelle de temps et que pour quelque vertueux qu'une société moderne se prétende aujourd'hui, elle peut très bien succomber aux conséquences tardives de l'agriculture mécanisée du siècle précédent ou de la surutilisation du bois de la Renaissance. L'écologie est donc une affaire de constance, d'invariance et de compréhension du monde. Être écologique, ce n'est pas consommer moins un an et consommer plus ensuite, c'est conserver une forme de modération minimaliste au travers du chaos quotidien qui constitue la vie. Justement, la consommation, parlons-en. On sait que la consommation est la clé de la croissance de notre société occidentale. Partout, on la condamne, certes, mais point trop s'en faut, parce que c'est le seul reste d'une société entrée en décadence et que la mondialisation a réduit notre rôle de société à un rôle d'acheteur compulsif. La consommation n'est jamais anodine. Tout minerai qui rentre dans la fabrication des produits a des conséquences plus ou moins dévastatrices sur l'écosystème d'un autre coin de la planète. Tout polymère est la conséquence d'une chaîne d'extraction pétrolière, de raffinage et de processus chimiques souvent polluants. Tout, absolument tout, ce qu'on achète sans y penser a des conséquences ailleurs, souvent loin des projecteurs glamour de publicitaires peu regardants, souvent dans des pays que la misère rend déjà précaires. On peut reprocher à Jared Diamond de ne pas prendre en compte d'autres paramètres non écologiques dans son analyse des cycles de société et de leur effondrement. Et effectivement, c'est un reproche qu'on peut lui adresser. On pourrait aussi, avec le dédain exemplaire d'un énarque n'ayant jamais sali ses mains au travail manuel, reprocher au livre de vouloir extrapoler des situations de civilisation agricole à la nôtre, tellement supérieure. Enfin, pourrait-on s'emporter, comment ose-t-il comparer une société aussi primitive que celle de l'île de Pâques à notre société moderne, informatisée et largement tertiarisée ? Ce reproche ne serait que plus accablant pour notre société. Les villes ne protègent pas des famines ni des manques. Oui, le citadin moyen ne s'expose jamais directement aux effets de sa consommation effrénée, et pourtant il en subira tôt ou tard les conséquences. Quelque part, c'est l'une des choses les plus inquiétantes que mentionne rapidement Jared Diamond, le fait que la prise de décision d'une société doit avoir connaissance du terrain. Or précisément, ce n'est plus le cas. Partout, on impose d'en haut des normes européennes et des recommandations absconses, des plans environnement. Partout, des lobbies agricoles, agroalimentaires ou financiers font peser sur le paysan moyen le poids d'intérêts tout sauf environnementaux. Le paysan à l'écoute de sa terre est en voie de disparition, criblé de dettes souvent. Ces terres sont rachetées pour former d'immenses champs à perte de vue. Il y a un concept grec que j'aimerais remettre en lumière puisque je conclus ma chronique ici. Ce concept, c'est l'hubris, parfois francisé en hybris.
L'hubris, c'est la démesure, la déraison. La démesure est dans la tragédie grecque la cause de toute folie et de tout malheur. Face à l'urgence écologique qu'on sent tous de manière diffuse, la tentation est grande de sombrer dans l'extrémisme inverse. Eh bien, très justement, je crois que la démesure en termes d'écologie est aussi mauvaise dans un sens que dans l'autre. Trop consommer, c'est assurément détruire la planète de manière certaine. Ne pas consommer du tout, ce n'est pas possible non plus à large échelle. Mais au fond, l'écologie est l'affaire de la modération de tous plutôt que de l'acharnement minimaliste de quelques-uns. Si 1% de la population est convaincue de la nécessité écologique, les conséquences seront négligeables. Que 50% de la population se modère sans véritablement se priver, et nous aurons déjà fait progresser les choses. En conséquence, je considère que le livre Effondrement de Jared Diamond est un excellent ouvrage, et je passe la parole à frère Ralph. Merci frère Mos Majorum pour cette excellente analyse. M'autorisez-vous frère Martial à prendre la suite. Dès les premières pages d'Effondrement, j'ai été frappé par plusieurs constats. Le premier, c'est d'abord qu'Effondrement est un livre évidemment très important et que c'est une des œuvres majeures de ces 20 dernières années. Effondrement est aux questions environnementales au sens large, ce que le choc des civilisations d'Huntington est à la géopolitique moderne, c'est-à-dire un texte à la fois fondateur et en même temps indépassable. Le deuxième constat, dont j'avais évidemment déjà conscience, dont nous avons tous conscience au fond de nous-mêmes, c'est que l'écologie institutionnelle, l'écologie telle que le monde des affaires et le monde politique l'appréhendent, avec une approche très climato-centrée, est non seulement une tromperie, une fraude, une arnaque gigantesque, mais que le niveau de débat sur cette question est d'une indigence, d'une immaturité, d'une nullité dont nous devrions tous, collectivement, avoir honte. Quand je vois les baltringues, les ersatz, les vendus, les opportunistes, les fins de race qui portent la parole publique de l'écologie, je me sens, en tant que citoyen, humilié et déshonoré. Je ne vais pas vous faire l'organigramme des Verts en France, mais tout de même, quelques rappels. Cécile Duflot, sur laquelle j'estime qu'il n'est même pas nécessaire de s'attarder, sinon qu'elle est davantage une militante fanatique de l'utopie égalitaire plutôt qu'une écologiste. Jean-Vincent Placé, qui est un personnage tellement misérable que les mots me manquent pour exprimer tout le mal que je pense de lui. Fourbe, vénal, ambitieux, impoli, hautain, stupide, hypocrite, manipulateur, et dont on entend Dieu merci beaucoup moins parler depuis qu'il a agressé et insulté une cliente et le vigile d'un bar, la première pour l'aborder comme un gros dégueulasse, et le deuxième pour lui suggérer de retourner en Afrique, oubliant qu'il n'a lui-même pas la tête d'un descendant de Clovis, et le tout complètement torché. Il a cumulé au passage, entre 2005 et 2010, 18 000 euros d'amendes impayées pour diverses infractions routières, ce qui démontre bien que l'homme se croit vraiment au-dessus des autres et au-dessus des lois. Bref, c'est un bon gros porc qui symbolise à lui seul tout ce que le monde politique moderne produit de plus vil et détestable. Mais le pompon, le champion du monde, toute catégorie de la fieuterie internationale, c'est bien Nicolas Hulot, l'icône Nicolas Hulot, personnalité politique préférée des Français, excusez du peu, devant un certain Alain Juppé. Les Français sont décidément stupides. Voilà donc un homme, Nicolas Hulot, qui depuis des années, par sa présence, cautionne l'écologisme politique de salon complètement déconnecté du réel, un homme qui accepte de devenir ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron. Je répète pour que tout le monde comprenne bien, Nicolas Hulot a accepté la nomination au poste de ministre de l'écologie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire la plus grande imposture politique de toute l'histoire de France, et il démissionne en surjouant un tragique grotesque parce que monsieur
Monsieur fin de comprendre à 60 ans passés que la question écologique est plombée par les lobbies, les idéologies politiques, et que tout ça n'est en définitive qu'une vaste mascarade. Hulot est un personnage pathétique. Avec Jared Diamond, les choses sont très claires. 1. Les problématiques environnementales sont infiniment plus complexes que la propagande infantile qu'on nous sert depuis des décennies, et cela transparaît dès le premier chapitre, au cours duquel Diamond analyse la situation catastrophique du Montana, région pourtant la moins peuplée et la moins urbanisée des États-Unis. Mais on comprend aussi que l'environnement n'a que faire de toutes les idéologies contemporaines qui sont les fondements de la religion postmoderne. En effet, Diamond identifie 5 causes majeures de l'effondrement et qu'on retrouve systématiquement à divers degrés dans l'étude qu'il fait des peuples ou des civilisations disparues. Par exemple, les habitants de l'île de Pâques, les Anazis, les Mayas, les Vikings du Groenland, et j'en passe, et j'en passe. Première cause de l'effondrement, les dégradations environnementales, bien sûr, c'est ce qui paraît le plus évident, c'est-à-dire l'épuisement des ressources animales et végétales. Deuxième cause, le changement climatique, que Diamond étudie sous un prisme très différent du discours ambiant, nous allons le voir. Ces deux premières causes sont d'une évidence absolue. Mais Jared Diamond ne s'arrête pas là. La troisième cause, pour lui, c'est le commerce extérieur, c'est-à-dire le degré de dépendance d'un peuple à l'approvisionnement extérieur pour ses ressources de base. Le quatrième point, c'est l'hostilité des voisins, qui a été la cause partielle, par exemple, de la disparition des Mayas, mais aussi plus proche de nous, du génocide des Tutsis au Rwanda. Et cinquième cause, enfin, l'organisation sociale, c'est-à-dire la capacité à adapter collectivement son organisation aux impératifs environnementaux. Là encore, l'utopie moderne nous fait courir un danger mortel, particulièrement en Occident. Chacune de ces causes intervient d'une manière ou d'une autre, et c'est toujours la conjonction simultanée d'au moins 2 d'entre elles qui aboutit à l'effondrement final. Jamais un seul. Pour Friedman, la question environnementale, c'est donc l'écosystème d'une part, c'est-à-dire la faune, la flore, le climat, l'énergie, mais c'est aussi, parce que c'est quand même la survie de l'humanité qui nous intéresse, dans la question environnementale, la Terre nous survivra, ne vous inquiétez pas pour ça, c'est donc l'humanité qui nous intéresse au premier chef, et donc il inclut dans son analyse les individus, c'est-à-dire la manière dont ils s'organisent, dont ils consomment, dont ils commercent et dont ils cohabitent. Et c'est là, dans cette dimension de l'analyse de Diamond, que le bas blesse pour l'écologie institutionnelle. Jared Diamond démontre en premier lieu, et magistralement, que le commerce international, l'idée d'internationaliser la production, de développer l'interdépendance au niveau global, ce n'est certainement pas un facteur de puissance, ça n'a rien à voir avec le progrès, c'est au contraire une organisation qui met l'humanité entière en péril. Tout peuple, tout territoire doit prioritairement œuvrer à son autosuffisance dans le maximum de domaines possibles et après seulement penser à commercer et échanger avec les autres. Thomas Sankara, le magnifique, a dit cette chose essentielle et très profonde avec des mots très simples. Mais où est l'impérialisme ? Eh bien, regardez dans les plats que vous mangez, ces grains de riz, ces grains de maïs et de mils importés, c'est cela l'impérialisme. Et qu'est-ce que l'idéologie moderne, sinon le stade ultime de l'impérialisme ? L'organisation du monde à l'échelle planétaire, c'est-à-dire le même mode de vie, les mêmes produits, partout, pour tous, consommés par des humains indifférenciés. L'écologie institutionnelle est une escroquerie, car elle est une idéologie au service du mondialisme, et ce, dès les origines, à la création de la première organisation mondiale consacrée à cette question en 1961, la WWF, par Julien Huxley, mondialiste fanatique, et frère d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des mondes. L'idée phare, depuis le début de l'écologie institutionnelle, c'est que c'est un problème mondial, transfrontalier, et auquel il faut apporter des solutions mondiales, supra-étatiques. C'est donc un outil de destruction des peuples et des nations aux mains des mondialistes. Regardez les conférences de Pierre Hillard
pour vous en convaincre. Le mondialisme nous fait donc courir, d'un point de vue écologique, à tous un danger mortel. Deuxième point, l'hostilité des voisins, que Freeman analyse comme une cause de l'effondrement des civilisations. Dans un passage terrifiant d'ailleurs, où il rappelle les tragiques événements au Rwanda et le génocide des Tutsis. Là encore, il atomise un mythe de la postmodernité, celui du vivre ensemble, du multiculturalisme, de la cohabitation pacifique de tous les peuples sur un même territoire, mystérieusement unis par des valeurs communes. Ce modèle ne fonctionne que dans un contexte de prospérité relative. Mais en cas de grave pénurie, les individus se coalisent par affinité ethnique et ils se massacrent. C'est une véritable boucherie. Tous les partis écolos de la Terre sont ultra pro-immigrationnistes. Ils vivent dans des pubs Benetton parce que pour eux, le vivre ensemble est un totem intouchable de la postmodernité. Enfin, deux autres variantes, deux autres causes d'effondrement qu'évoque Diamond, que sont l'épuisement des ressources et l'incapacité de s'adapter à de nouveaux contextes environnementaux, de nouvelles conditions de subsistance, c'est évidemment un point qui froisse trop la religion postmoderne pour que l'écologie institutionnelle s'empare véritablement de ces sujets. Les intérêts sont trop grands. Le système est fondé sur le dogme de la croissance dans tous les domaines et la consommation outrancière. Nous épuisons les écosystèmes et les ressources. Nous sommes 8 milliards sur Terre, demain 10 milliards, après-demain 12 milliards d'humains qui voudront légitimement, demain, accéder au confort moderne. C'est parfaitement intenable. L'écologie institutionnelle a trouvé sur ce point une parade géniale. C'est le concept, l'oxymore de développement durable. On continue tout pareil, on produit toujours plus, mais de façon durable, en triant nos pots de yaourt et en éteignant le robinet quand on se brosse les dents. Et il y a vraiment des gens qui y croient, il y a des gens qui prennent ça au sérieux et qui pensent que ça va nous sauver. Alors, il ne s'agit pas d'être un décroissant fanatique, bien sûr, ou un malthusien possédé qui veut exterminer les 9/10 de l'humanité, mais un enfant comprend que la situation n'est pas viable sur le long terme. L'écologie institutionnelle ne lutte évidemment pas contre la super-économie de marché et le règne du profit. L'écologie institutionnelle s'est même développée quand les grandes entreprises ont compris qu'il y avait un paquet de pognon à se faire et les politiques y ont vu une opportunité inespérée de lever plein de nouveaux impôts et de nouvelles taxes confiscatoires. Avant ça, tout le monde s'en foutait de l'écologie, ça n'était jamais qu'un truc de hippie. Alors une fois qu'on a éliminé tout ça, qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste à l'écologie institutionnelle ? Eh bien, le climat. El famoso réchauffement climatique que Diamond, dans son ouvrage, ne traite pas du tout de la même manière que la pensée ambiante. C'est pour lui une question parfaitement marginale. En gros, ça ne sert à rien de se déchirer ou de débattre pour savoir si le réchauffement climatique est le fait de l'homme ou pas, ou ni même s'il existe. Parfois il fait plus chaud, parfois il fait plus froid, mais globalement on s'en bat la race. C'est un élément parfaitement marginal, imprévisible, et contre lequel de toute façon nous faisons tous semblant de lutter. Vous devriez tous avoir envie de vomir chaque fois que se réunissent les grandes messes messianiques autour du climat, type COP21 ou Traité de Paris, dans lesquelles les multinationales et les politiques, tous main dans la main, et les premiers responsables du défonçage de la planète, se font passer pour de grandes consciences éclairées de l'humanité. C'est parfaitement indécent. Effondrement de Jared Diamond laisse vraiment un goût amer, et le tout sans jamais que cet effet ne soit recherché par l'auteur. Pas d'idéologie chez Diamond, des faits, des montagnes de faits et des analyses cliniques et glaciales. Le livre de Diamond, c'est une sorte de traité d'apocalypse, sauf qu'il traite le sujet comme la médecine légale parle de la mort. Et il devient évident, en le lisant, que la possibilité, l'éventualité d'un terrible effondrement global nous guette. Quand ? On ne sait pas trop. Ce sont des échelles de temps que nous ne maîtrisons pas, comme l'a rappelé Mos Majorum. Mais un jour, en tout cas, c'est sûr, ça arrivera si nous n'arrêtons pas les psychopathes fanatiques qui nous gouvernent, et à défaut de grande apocalypse, de toute façon, nous allons au-devant de grandes catastrophes. Le passage du livre qui m'a le plus marqué, enfin,
et aussi parce que c'est le seul qu'on puisse évoquer dans un format court parce que les autres chapitres sont vraiment trop complexes, c'est l'histoire de l'effondrement de l'île de Pâques. C'est une île totalement isolée du monde, un huis clos, comme l'est le monde mondialisé contemporain, et dans lesquels les habitants ont dépensé toute leur force et toutes leurs ressources à ériger des moaïs pour adorer des dieux oubliés, de sublimes statues, c'est vrai, certes, des statues fascinantes, peut-être aussi fascinantes que le monde moderne peut l'être parfois, mais pour lesquelles ils sont pratiquement tous morts. Ils ont coupé le dernier arbre pour transporter le dernier moaï, le plus grand de tous, et comble du tragique, la statue s'est fracassée lorsqu'ils ont tenté de l'ériger, car elle était trop grande et trop lourde. C'est un moment d'une tristesse absolue. Nos moaïs à nous, c'est le mondialisme, c'est la croissance, c'est le vivre ensemble, c'est le profit, et nous aussi, au nom de ces idoles, nous sommes en train de nous autodétruire. Merci frère Ralph. Permettez-moi avant de commencer de porter une petite rectification, plus exactement de m'inscrire en faux à votre égard. Je ne partage pas votre opinion quant à notre président. Je ne crois pas en particulier qu'il soit l'aventurier le plus cynique ni le plus pervers que notre pays ait connu. Nous avons au moins l'exemple de Concino Concini qui à tous égards était pire, même s'il faut remonter au début de la vie de Louis XIII pour ça. Pour en revenir à Jared Diamond, mes bien chers frères, il est, je le crains, de mon devoir de condamner l'homme et l'œuvre. Car Jared Diamond a péché. Oui, il a péché contre l'esprit du temps et contre la morale commune, comme je m'en vais vous le démontrer pas plus tard qu'illico. Tout d'abord, Effondrement, comme vous l'avez rappelé, n'est que l'un des ouvrages de Diamond. Il ne se comprend réellement qu'au regard de son jumeau intitulé « De l'inégalité parmi les sociétés ». Je vais parler un petit peu de celui-ci car il n'est pas dénué d'intérêt. Dans cet ouvrage, Diamond nous montrait un édifiant panel de la manière dont, au fil de leur histoire, différentes sociétés ont réagi au hasard et aux nécessités qui ont contribué à les forger, et comment il semble bien que se dessine une sorte de loi des reins, tragique mais universelle, à savoir les inégalités, voire les injustices au sein des sociétés, se creusent dès lors que celles-ci gagnent en complexité, et il semble bien qu'elle soit inévitable dès que l'on sort de l'âge de la pierre ou, à tout le moins, de la petite communauté agraire. Les sociétés qui ont réussi, c'est-à-dire celles qui ont survécu, il n'y a pas d'autre facteur de réussite que la survie, sont les sociétés qui ont exploité leur propre main-d'œuvre de manière optimale, c'est-à-dire de manière fondamentalement inégalitaire. Et Jared Diamond, dans ce précédent ouvrage, ne condamnait pas cela. Ah, il s'en réjouissait pas non plus. Il se contentait de montrer des mécanismes. De la lecture de cet ouvrage, on sortait avec un certain sentiment de malaise, comme si l'auteur nous murmurait à l'oreille que ce ne sont pas les plus gentils, ni les plus généreux, ni les mieux intentionnés qui survivent, mais bien les plus efficaces. Et que si une certaine dose de solidarité et de charité, voire d'empathie, au sein d'une société pouvait contribuer à en huiler les rouages, l'inégalité était et restait un absolu dont on ne peut même pas rêver de se passer. Or, je tiens à rappeler qu'il est de nos jours absolument interdit et hérétique de se pencher sur le passé sans le décrier. Il est hérétique de ne pas juger nos ancêtres à l'aune de notre propre morale de petits bourgeois décadents, replets et dodus, confis dans un confort matériel inouï et sans commune mesure avec ce qu'ont pu connaître ne serait-ce que nos grands-parents. Nous vivons, je le rappelle encore une fois, à l'âge du bien avec un grand B. L'âge où Marie Chantal, 18 ans 3/4, étudiante à Dauphine, est désormais le maître étalon de la morale. Qu'importe qu'elle ne connaisse rien à la vie ni au monde, l'expérience du réel est inutile, puisqu'elle se place dans le camp du bien. Alors comment voulez-vous que Marie Chantal comprenne que Jared Diamond puisse parler d'inégalité sans rougir, sans trembler, sans pleurer, sans maudire, sans déplorer? Comment pourrait-elle supporter un seul instant qu'un ouvrage consacré à l'histoire des inégalités ne soit pas intégralement composé de leçons de morale, pour nous expliquer que c'est mal, mais bien de recherches visant à déterminer les conditions, les processus de mise en place et les causes d'éléments historiques et sociaux que l'auteur ne prend même pas la peine de vouer aux gémonies. Et il en va de même pour Effondrement. En s'attaquant à ce qui fait mourir les sociétés et les civilisations, Diamond se range résolument dans le camp du mal, le camp de ceux qui pensent, comme le dit Paul Valéry, que les civilisations sont mortelles, le camp de ceux qui estiment, encore une fois, que le bien et la morale ne font rien à l'affaire et que quand une civilisation est condamnée, elle est condamnée. Le camp, enfin, de ceux qui réalisent que les meurtres de civilisation sont rares et les suicides beaucoup plus courants.
Diamond rappelle également qu'une société n'existe que dans le cadre d'un certain environnement et qu'elle en est tributaire. Que cet environnement s'écroule et la société qui repose dessus se casse également la gueule. Il s'offre même le luxe, après ses études historiques, de lister les menaces qui pèsent sur nous. Effondrement des écosystèmes, destruction par l'homme de la faune et de la flore sauvage, perte des diversités génétiques, érosion des sols cultivables, épuisement des énergies fossiles et de l'eau douce, concurrence entre énergie solaire et agriculture, pollution, espèces invasives colonisant des milieux que l'homme leur ouvre, démographie humaine et j'en passe. Or, comment accepter de tels propos aujourd'hui? Comment la jeune fille, au sens que Tikkun donne à ce terme, ou le dernier homme, au sens que Nietzsche lui donne, et qui ne sont qu'une seule et même chose, comment l'homo postmodernicus ludens, donc, pourrait-il accepter une telle idée? Accepter l'idée que non, nous ne vivons pas dans une société éternelle et qui va bravement de l'avant vers le progrès, la réduction des inégalités, le mieux-être pour tous, mais que nous sommes bel et bien embarqués sur un Titanic civilisationnel. Face à un tel scandale, la jeune fille n'a pas le choix. Il lui faut accuser de glaciophobie extrême quiconque parle d'iceberg, mettre au fer à fond de cale ceux qui prétendent que notre cap est possible, brûler les cartes indiquant une zone dangereuse, et enfin, l'esprit libre, descendre au salon, profiter du bal, de la musique et des petits fours. Le pire dans les propos de Diamond, c'est que pour anxiogène qu'ils soient, ils ne servent à vendre aucune méthode, aucune recette miracle, ni aucun parti politique. Il ne dit pas c'est catastrophique mais j'ai la solution, 20 € par personne, non. Il dit notre civilisation est au bord de l'effondrement, c'est ainsi. C'est pas bien, c'est pas mal, ça fait partie des grands cycles historiques. Nous ne savons pas comment l'effondrement arrivera, ni quand il arrivera, mais nous savons que le cumul des facteurs de risque rend quasiment certain le fait que ça arrivera. Que l'on puisse ainsi dire le vrai sans juger, sans crier, sans pleurer, sans désigner de coupable facile, et sans rien avoir à vendre, voilà qui dépasse l'entendement de la jeune fille. Quoi, même pas une formation payante dispensée dans les commissariats, lycées et centres de planning familial d'Europe pour une somme modique? Non, rien de tout cela. Seulement le constat lucide de l'inévitable. L'annonce que non seulement il n'y aura pas de miracle, mais qu'en plus, conformément aux Écritures, les péchés des pères retomberont sur les fils. C'est pour tout cela, mes bien chers frères, que Jared Diamond est coupable. Coupable de tenir un langage de raison à une époque qui n'en a cure. Coupable de rappeler que le réel existe et se soucie comme d'une guigne de nos opinions le concernant. Coupable d'oser dire que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga de l'existence, mais que nous n'existons que dans le cadre d'un groupe, d'une civilisation, qui elle-même n'existe que dans le cadre d'un certain environnement naturel, humain et historique. Pour toutes ces raisons, Diamond, qu'il le veuille ou non, se place résolument en contre-post-moderne, presque en anti-moderne, et c'est à ce titre, comme tous ceux qui disent la vérité, que, comme dit la chanson, il doit être exécuté. Car enfin, comment reproduire la jeune fille? Comment maintenir l'existence du dernier homme, c'est-à-dire pour les puissances politiques et les forces de l'argent, l'être parfait, le consommateur, inculte et imbécile, qui pense que Macron est le rempart de la démocratie, parce que des gens à la télé lui ont dit que c'était la vérité. Comment, disais-je, perpétuer tout cela dans une société où le passé a droit de cité, où la responsabilité existe et où les actes ont des conséquences? À ce titre, j'ose le dire, Diamond est coupable. Diamond est un danger pour la société. Quant à la peine, nous en rediscuterons, mais je pense que la ciguë est appropriée. J'ai entendu votre réquisitoire, cher Martial, et je propose que nous passons directement à la peine que nous allons infligé à Diamond et à son ouvrage. Je ne sais pas si Mos Majorum veut commencer, Martial ou moi-même. Mos, peut-être. Me concernant, j'ai trouvé cet ouvrage formidable. Je reproche effectivement sa longueur, mais je pense qu'il n'y a là pas grand-chose. Peut-être que en tant que moine copiste, un stage de moine copiste pour quelques mois pourrait l'aider à apprécier la valeur des mots, mais c'est tout ce que j'ai à suggérer. Il faut en effet qu'il apprenne à faire un peu plus bref et plus concis. Oui, c'est d'ailleurs aussi dans ce sens-là que va ma peine. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça fait 1 mois que tous les trois nous nous torturons le cerveau et que nous nous téléphonons pour nous communiquer et pour nous soutenir dans cette épreuve qu'a été la lecture d'Effondrement. Donc, première peine que je vais proposer pour Jared Diamond, que je vais infliger à Jared Diamond, d'ailleurs je ne demande pas son avis, c'est un long stage de travaux forcés d'écriture à Cayenne. Je crois vraiment, et pourtant j'en ai lu des merdes dans ma vie, que c'est un des livres les plus pénibles que j'ai lus. Voilà, Marlène Schiappa c'était moins pénible. Donc il ne fait aucun effort de synthétisation, ça... Mos Majorum l'a dit, il n'organise pas sa pensée. Il nous balance
il nous balance des faits et des faits et des faits en essayant toujours d'être le plus exhaustif possible. Et c'est absolument terrifiant. Alors, je ne demande pas à Jared Diamond de vulgariser à outrance, surtout pas. La complexité de son propos n'est pas infiniment vulgarisable, mais quand même. Et en réfléchissant au pourquoi du comment, il a fait un livre aussi chiant, aussi hermétique, presque occulte, je me suis demandé si il ne le faisait pas un petit peu exprès pour se protéger, parce que finalement, dans le monde universitaire, surtout américain, on peut dire absolument ce qu'on veut, à condition que ce soit dans un format et dans une forme totalement inaccessible au commun des mortels, et qu'on soit sûr que ça reste bien inoffensif comme il faut. Donc, quand même, je propose une deuxième peine pour Jared Diamond, après son stage d'écriture, c'est de rédiger une version simplifiée de l'ouvrage, pour le faire lire aux plus jeunes, pour leur nettoyer le cerveau, le cerveau des générations futures, de toutes les absurdités sur l'écologie qu'on a pu nous rentrer dans le crâne. Est-ce que vous vous souvenez, messieurs, du trou dans la couche d'ozone? Ça vous dit quelque chose? Oui. On avait l'espace qui allait nous aspirer au-dessus de nos têtes. Voilà, plutôt des petites mesurettes que de vraies peines en somme. Pour le reste, je l'absous, on ne brûle pas son livre, on le garde, et bien sûr, on ne lui inflige aucun châtiment corporel. Jared Diamond est un homme trop précieux. Alors, au niveau des ouvrages plus accessibles, si on a des auditeurs qui veulent s'attaquer à Diamond, on va dire sur une face un peu plus facile de son œuvre, je recommanderais Le Troisième Chimpanzé, qui est une histoire naturelle de l'humanité, qui est bien fait, qui est très bien fait et qui a l'intérêt de présenter des théories et des suppositions intéressantes quant aux raisons pour lesquelles, par exemple, certaines sociétés sont allées plus vite dans leur évolution technique que d'autres, et des raisons objectives. En particulier, il y a une théorie sur la forme des continents qui est assez intéressante. Et pour ceux aussi qui voudraient s'intéresser au sujet de la collapsologie, on a un Français qui s'appelle Pablo Servigne, qui a écrit des ouvrages sur la question. C'est un peu le porte-parole de la collapsologie en France. Il s'inspire des travaux de Diamond, évidemment. Lui, c'est un spécialiste des fourmis, alors ça lui donne peut-être une idée, parce que la fourmilière est un écosystème aussi, grouillant, un peu comme l'est le monde moderne, mais de toute façon, bon, le fait d'être un scientifique, forcément d'être un scientifique aguerri, ne fera pas forcément de vous un collapsologue, puisque c'est une pensée de synthèse, et que la pensée scientifique moderne, c'est une pensée tellement analytique que si vous voulez avoir une pensée globale, il faut que vous arriviez justement à sortir de votre domaine de compétences. Donc je vous propose de regarder les interventions de Pablo Servigne sur Thinkerview par exemple, ou de lire ses livres. Voilà. Très bien, messieurs. Est-ce que nous concluons ici notre café, ou est-ce que nous discutons un peu plus avant du contenu du livre? C'est une œuvre tellement intéressante que ouais, on peut en discuter. Si je voulais faire une critique, je trouve qu'il parle pas assez du nucléaire, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il en parle très peu. C'est quand même un... Bon, voilà, il y a toutes les causes qu'il liste, mais on a quand même la plupart des pays de la planète maintenant qui possèdent un arsenal militaire qui peut faire exploser la planète 150 fois. On fonctionne à l'énergie nucléaire, et la vérité c'est que en fait on gère pas grand chose, on sait pas quoi faire des déchets, et la sécurité des centrales nucléaires n'est pas assurée. Donc j'ai trouvé peut-être qu'il prenait pas en compte suffisamment les bouleversements de la modernité et les risques supplémentaires que la technologie moderne nous fait courir. Alors, moi, ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et qui est un petit peu la preuve d'une pensée complexe, c'est que si on s'informe par le web, on va toujours être confronté à des gens qui sont très souvent sur une cause.
Et souvent, c'est légitime, c'est intéressant, etc. Mais du coup, qui vont avoir tendance à avoir des œillères. Or, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est jamais une cause unique qui tue une société. C'est une société saine et forte a les capacités d'absorber un choc. Elle a même les capacités d'absorber plusieurs chocs les uns après les autres. Par contre, elle est en grande difficulté quand elle a des conditions qui vont réduire sa résilience et que là, par-dessus, elle va prendre une crise. Et c'est en ça que je trouve que la pensée de Diamond est intéressante, parce que justement, elle fait litière des explications monocausales de c'est tout la faute à ceci, à cela. Non, c'est un faisceau de facteurs. Et c'est pour ça aussi que c'est une œuvre qui n'aurait pu être écrite que par quelqu'un qui est imprégné d'une certaine forme de pensée classique. Oui. Ça n'aurait pas pu être l'œuvre d'un scientifique postmoderne monomaniaque qui connaît presque tout sur presque rien. Diamond, c'est une pensée un peu universelle comme ça, qui réfléchit et qui s'agite. On est dans une forme d'humanisme à l'ancienne, au sens académique. Oui, on ressent ça très fort chez lui. Ouais. Il y a un point aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'une des causes qu'il mentionne, c'est le problème de la société et de son fonctionnement, et le fait qu'une société qui ne fonctionne pas bien est finalement la première des causes de son extinction. Et je crois que c'est là aussi où notre travail habituel plutôt sur la masculinité, la féminité, etc. Rentre en résonance avec ça. C'est que une société qui fonctionne bien, c'est déjà une société qui a des hommes et des femmes qui vivent bien leur existence, qui vivent bien leur nature. Et vu qu'on a perdu ça, on perd aussi de vue tout ce qui est survie de la société. Et finalement, quand on voit par exemple le féminisme, tout ce qui est le postmodernisme d'une manière générale, mais le féminisme en particulier, on a tendance à considérer que l'individu est finalement supérieur à la société, que les droits à ne pas être offensés ou les droits tout court de chacun sont supérieurs à ceux de la collectivité, que finalement ce que je considère être important pour moi prime sur ce que le reste de la société pense de moi. Eh bien ça, c'est justement une des possibilités d'aggravation en cas de crise et un des gros risques pour l'effondrement de la société. C'est vrai ce que tu dis, on n'inculque plus les vertus et l'intérêt général aux jeunes générations. Et la société moderne, par certains aspects, est tellement détestable qu'elle ne se rend pas aimable et que par conséquent, finalement, on n'a pas envie de la défendre et on n'a pas envie de s'impliquer pour la sauver. Oui, ça, c'est quelque chose que je suis totalement capable de comprendre. Mais tout ça, effectivement, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ce ne sont pas des facteurs qui vont tuer une société, mais ce sont des facteurs qui vont réduire sa résilience par rapport à des crises à venir. Voilà, mais là on est en résilience zéro, parce que toutes les causes environnementales sont présentes, l'essoufflement civilisationnel est présent, on sent que non seulement tout ce que décrit Diamond est ultra présent, particulièrement dans les sociétés occidentales, mais pas seulement dans les sociétés occidentales, mais qu'en plus de ça viennent s'agréger encore d'autres risques, et on a l'impression que le monde postmoderne est très très fort, alors qu'en réalité il est d'une très grande fragilité. C'est un peu comme c'est le colosse au pied d'argile. La tour de Babel, ou la tour de Babel, Nemrod, qui est mort parce qu'il s'est fait piquer par un insecte. C'est-à-dire, là, une toute petite cause dont on n'a même pas idée peut provoquer une catastrophe phénoménale. Oui, ça évoque Nemrod ou le rêve de Daniel. Dans le livre de Daniel, tu as le prophète Daniel. C'est le roi Nabuchodonosor qui rêve d'un immense colosse, une statue puissante. En fait, il y a un tout petit caillou qui descend de la montagne, qui roule, qui le touche et tout s'écroule. Voilà. Oui, parce que
et pas seulement dans les religions abrahamiques, hein, mais même dans les plus vieux mythes qu'on puisse trouver dans l'humanité, l'idée du mondialisme est une idée vouée à l'échec. De toute façon, tout ça va échouer. De toute façon, tout ça va mal finir. C'est écrit à chaque fois que l'humain s'est attelé à cette tâche, ça s'est terminé en désastre. Et cette fois-ci, ça n'échappera pas à la règle, et même encore moins qu'avant, puisqu'on n'est certainement jamais allé aussi loin dans le processus. Il y a un autre point intéressant, je trouve, c'est au niveau de la consommation et même au niveau... Enfin, je vais essayer de continuer un petit peu de filer la métaphore de ce que j'ai dit juste avant sur la masculinité, la féminité, tout ça. C'est que nous sommes de plus en plus dans une société qui est contre la nature, c'est-à-dire que nous considérons que nous sommes des êtres de pure culture, et ça se voit partout, ça se voit aussi dans notre consommation, parce que nous consommons des produits qui ne sont absolument plus naturels, c'est-à-dire que nous voulons des tomates en plein milieu de décembre, nous voulons manger des papayes alors que ça pousse pas à côté, etc. etc. Et le fait d'être les citadins qui s'isolent, qui tournent le dos à la nature et qui considèrent que la nature c'est mal, c'est sale, c'est pas beau, on veut pas vraiment savoir ce que c'est, tout en disant au passage qu'on adore la nature quand même, hein, parce qu'on est quand même écolo sur Twitter, hein, faut pas rigoler. Bien sûr, on fait importer du quinoa du Mexique. Exactement. Tout ça, ça nous fragilise énormément, parce que finalement, les gens qui sont à la tête des responsabilités ne connaissent absolument pas la nature. Ils n'ont jamais fait pousser une patate de leur vie. Et pour continuer sur ce que tu dis sur ce rejet de la nature, c'est qu'en réalité, l'écologie bien comprise est une pensée fondamentalement de droite, puisqu'elle ne met pas l'humain elle ne met pas l'humain au centre de l'univers, elle n'est pas humaniste en quelque sorte. Et de toute façon, historiquement, l'écologie est née, je dirais même à l'extrême droite. Hein. Oui, et c'est une pensée fondamentalement réactionnaire. Hein. Et le fait qu'aujourd'hui, l'écologie ait été complètement accaparée, récupérée par la gauche la plus extrême qu'on puisse imaginer, c'est un phénomène auquel il faut réfléchir, parce que c'est une aberration incroyable. Si vous voulez un roman écologique conservateur, il y en a un, il est très connu, c'est Le Seigneur des Anneaux. Il faut se rappeler que pour Tolkien, l'anneau, c'est la technologie. Comprenez que l'anneau, c'est la technologie, et vous avez tout compris à la pensée écologique de Tolkien. Vous verrez que Isengard et Mordor, c'est le monde industriel, et que le monde que Tolkien prône, c'est un monde où on est proche de la nature, on est dans une sorte d'utopie agricole, hein, avec les hobbits. On est aussi dans une... Ils vivent dans un kibbutz, les hobbits. Voilà, c'est un kibbutz. C'est aussi un monde où les cultures fraternisent, mais où elles sont séparées. Où chacun a son terrain, et où il y a quand même de très vastes no man's land. Donc c'est assez intéressant, hein, de lire Tolkien sous un angle écologiste, parce qu'il était très très profondément écolo. Mais c'est pas que pour Tolkien, il y a énormément d'auteurs. À partir du moment où on comprend que ce sont en réalité des réactionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont rétifs au monde moderne, on a toute leur œuvre qui s'éclaire. Moi je pense à Flaubert. Quand j'ai lu Les Tentations de Saint-Antoine, j'ai compris que Flaubert était en réalité un réactionnaire pur jus, et ça éclaire du coup la lecture de Madame Bovary ou la lecture de Bouvard et Pécuchet d'un angle nouveau. Ça rend l'œuvre lisible d'un seul coup. Et effectivement, Le Seigneur des Anneaux, j'avais jamais vu la chose de cette manière, mais effectivement ça me parle. Ouais, concernant Diamond, un dernier mot, j'en recommande réellement la lecture. Par contre, effectivement, alors j'avais poussé à la roue, hein, pour qu'on étudie ce bouquin qui personnellement m'avait beaucoup marqué. Honnêtement, j'ai pas été très sympa avec frère Moss et frère Ralph, parce que Effondrement, c'est pas le plus accessible. Voilà. Si vous voulez rentrer là-dedans, Effondrement, effectivement, c'est plutôt à lire avec un carnet et un crayon. Il faut prendre des notes, il faut souvent revenir dessus.
Voilà. Si vous n'êtes pas un gros lecteur et si vous n'êtes pas... si vous n'êtes pas un super lecteur, vous lancez pas dans Effondrement de Jared Diamond. Voilà, ça va vous dégoûter pour toujours. Ouais. Commencez plutôt par le troisième chimpanzé. Il a fait un autre bouquin qui est un bouquin d'Evopsy qui est pas mal du tout. C'est Why is Sex Fun? Je sais pas quel est le titre en français. En gros, donc pourquoi est-ce que le sexe est marrant? Qui est sympa aussi, quoi. Oui, ça donne envie de lire tous ces livres, mais ça donne envie de prendre une bonne année sabbatique avant de lire le prochain. Voilà. Très bien, messieurs. Est-ce que Ralph, tu conclus? Eh bien, non, mais il n'y a rien à conclure. Nous clôturons la séance. La semaine prochaine, j'ai bien envie, pas la semaine prochaine, mais du coup dans 15 jours pour le prochain Autodafé, j'ai bien envie qu'on parle d'un film. Je sais pas ce que vous en pensez, on n'a jamais fait de film. Pourquoi pas? Moi j'ai une petite idée entre deux films, je vous en parlerai en message. Mais du coup, la semaine prochaine, ce sera une émission cinéma. D'accord. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Moss Majorum, d'aller lire les articles de Néo Masculin et de vous inscrire sur le site, et bien sûr de faire la même chose pour ma chaîne Ralph Atoustra, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup.